Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Hier, nouvel épisode de la fin de l'abondance. Emmanuel Macron était à Savines-le-Lac dans les Hautes-Alpes pour présenter le plan eau du gouvernement français visant à améliorer la gestion de l'eau. Alors l'objectif est de réduire la consommation d'eau de 10% d'ici 2030. Alors ce plan comprend 53 mesures qui ciblent notamment le secteur agricole qui consomme le plus d'eau, 58% de la consommation d'eau, ainsi que les consommateurs d'eau potable tels que les ménages, l'industrie, les sites touristiques. Et les ministres vont demander à chaque secteur de présenter un plan pour économiser l'eau d'ici cet été. Il y aura également toute une campagne de communication pour encourager la prise de conscience et la conservation de l'eau. Et parmi les mesures phares, donc faire 10% d'économie d'eau d'ici 2030, dépenser 180 millions d'euros par an pour résorber les fuites, passer à 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, mais aussi créer une sorte d'éco-watt de l'eau. Alors on l'a écouté Emmanuel Macron dans le Flash Info ce matin avec Adèle Rosner. On va le réécouter tout de suite. Emmanuel Macron qui parle de l'éco-watt de l'eau. Mais pour réussir à préparer cet été qui s'annonce difficile, on doit tous aller beaucoup plus loin. Et donc nous allons mettre en place, d'ici à début mai, un instrument, comme un peu on l'a fait avec EcoWatt pour l'énergie, un EcoWatt de l'eau, qui va être mis en place par le ministère, partagé avec l'ensemble des acteurs, qui va permettre de responsabiliser chacun. Parce que quand la sécheresse s'annonce et que les difficultés sont là, chaque geste compte. Vous l'avez très bien dit, c'est exactement la même chose, le président du conseil régional l'a rappelé, que ce qu'on a fait sur l'énergie. Et donc, dans chaque territoire, en fonction des ressources en eau disponibles, les préfets ont fixé des règles de partage et de bon usage de l'eau. Et comme nous l'avons fait pendant l'hiver sur l'énergie, on aura cet outil qui sera disponible dès le début de l'été pour que chaque Français, chaque agriculteur, chaque maire, chaque chef d'entreprise puisse connaître les gestes à adapter de manière très transparente et l'évolution de la situation pour voir que chacun contribue à une partie de la solution. Voilà, EcoWatt de l'eau pour responsabiliser chacun. Même chose que pour l'énergie, nous dit Emmanuel Macron. Outil pour que chacun contribue à une partie de la solution. Alors pour en parler ce matin, nous sommes avec Philippe Murer. Bonjour Philippe Murer. Bonjour Corentin. Alors vous êtes ingénieur, vous êtes l'auteur de Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy et de Sortir du capitalisme du désastre aux éditions Jean-Cyril Godefroy aussi. Alors déjà, est-ce qu'on peut parler donc de cette stratégie, notamment de communication, ces mesures qui sont comme pour l'énergie finalement, au début il y a des restrictions au nom d'une certaine sobriété et puis après arrive donc un certain étatisme avec donc des taxes, des subventions et puis des réglementations. Tout à fait, Corentin. Et j'ai bien aimé votre présentation. Vous dites que c'est la fin de l'abondance que nous annonce Macron. Mais la fin de l'abondance, pas pour tout le monde quand même, puisque lui, il est arrivé là-bas, au barrage de Serponçon, pour faire sa belle vidéo de communication en avion, et il est reparti en hélicoptère. Donc l'abondance, c'est peut-être pour les Français, pour économiser l'eau, mais lui, il économise pas le carburant. Ça rappelle d'ailleurs tout à fait les COP, où, vous savez, les grandes messes sur le climat, avec les chefs d'État, les grands patrons de multinationales, où tout le monde arrive en jet privé pour expliquer au bon peuple qu'il doit se restreindre et arrêter de brûler du carburant pour rien. Avant de parler de l'éco-watt, si vous me permettez, Oui. Je suis pas spécialiste de l'eau internationale, mais j'ai fait juste un petit travail de recherche sur les sites du gouvernement. Alors voilà ce que j'ai trouvé, c'est qu'en fait, on a une baisse des prélèvements en eau par les Français sur une durée de 20 ans. On est plutôt sur une baisse. Donc, chose dont vous n'avez entendu parler dans aucun grand média hier, alors que c'est quand même important de dire que les Français ont des économies sur l'eau. Par exemple, sur l'eau potable, on est à peu près à moins 20% en 20 ans. Et même l'agriculture a tendance à baisser aussi sa consommation en eau. Quand on écoute les discours du chef de l'État et des médias, on a l'impression exactement de l'inverse. Mais aussi, il y a le problème des cumuls des pluies. Alors, est-ce qu'effectivement, il pleut plus en France? Parce que c'est un peu la question, l'impression qu'on a. Et d'ailleurs, on nous a dit que, en fait, décembre, janvier, février, il y avait manqué beaucoup d'eau. Alors, il a manqué 25% d'eau par rapport à d'habitude. Mais tout le monde a remarqué que le mois de mars a été, au contraire, très pluvieux. Ça dépend des régions, mais globalement très pluvieux, ce qui a permis de rattraper la moitié du déficit. Et quand on regarde les données disponibles du gouvernement, aussi du ministère de l'écologie sur le cumul des pluies, moi j'ai fait les graphiques, je les ai mis sur Twitter, ces graphiques vous montrent qu'en fait,
bon, on n'a pas l'impression qu'il pleut beaucoup moins qu'il y a 20 ans, quoi. En fait, on n'a pas de baisse du niveau des pluies moyen. Alors, peut-être qu'il y a un petit problème ponctuel cette année. C'est vrai qu'on voit que les nappes d'eau sont un peu en dessous de la moyenne. C'est pas une catastrophe en France, mais elles sont aujourd'hui encore. Elles étaient au 1er mars, hein, attention, en dessous de la moyenne. On espère que le mois de mars a permis de recharger ces nappes d'eau, mais on peut se poser la question pourquoi effectivement ce catastrophisme. C'est ça. Et donc, pourquoi ce catastrophisme, sachant que, donc oui, il y a eu, l'année dernière, il y a eu une sécheresse très importante. Je crois que même la ville de Nantes était était quasiment en pénurie d'eau. Il y avait plus de 1000 communes qui ont manqué d'eau. Mais est-ce que c'est dû à un changement climatique ou est-ce que c'est dû surtout à des manquements politiques sur la politique de l'eau? Ça, c'est tout à fait clair. Et là-dessus, que Macron fasse un plan sur l'eau, bon, c'est pas complètement illogique, c'est le rôle du président de la République. Alors, pareil, donc il y a des mesures qui sont tout à fait logiques, comme résorber les fuites. Il y a 20% de fuites en France. Il y a certains endroits où il y a plus de fuites, mais globalement, le niveau de fuite en France est beaucoup plus bas que dans les autres pays. Et d'après les spécialistes, c'est difficile d'aller passer en dessous de 15%. Donc, on peut faire mieux, c'est une très bonne chose. Dire qu'on va baisser de 10% la consommation d'eau d'ici 2030, pourquoi pas? Si ça n'a pas des mesures très embêtantes, c'est aussi un plan tout à fait intéressant. Réutiliser les eaux usées, quand on peut le faire. Et il y a aussi ce qu'a dit Macron qui est tout à fait logique là-dessus, sur faire en sorte que les centrales nucléaires fonctionnent plus en cercle fermé et essayer d'avoir moins de dégagement d'eau par les centrales nucléaires, qui est quand même une partie non négligeable de la consommation d'eau. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Alors là où on rentre, et là je vous rejoins, dans des choses assez étranges, assez étatistes, c'est la fixation du prix de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir une taxation du prix de l'eau. Si vous consommez pas trop d'eau, vous êtes un gentil citoyen, vous aurez une eau pas chère, et au-dessus de ça, l'eau va être taxée. Alors est-ce qu'elle va être taxée juste pour vous, le gentil citoyen, ou aussi pour les golfs qui arrosent tout l'été, pour les amis d'Emmanuel Macron? Ça, l'avenir nous le dira. Mais il y a des mesures qui sont carrément bizarres. Vous avez raison, c'est de mettre un plan de sobriété de l'eau aussitôt dans l'année, alors que les nappes sont en train de se recharger dans un mois pluvieux de mars. Peut-être qu'il y a de l'alarmisme exagéré. Et puis, il y a ce fameux éco-watt de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, Macron et le gouvernement va dire à toute la population, attention, vous avez consommé trop d'eau et ça, on va en manquer cet été peut-être, ou alors tout va bien. Et là, on a la même chose que pendant la gestion du Covid. On a la même chose que pendant la gestion de la crise de l'électricité qui avait été provoquée par les sanctions contre la Russie et le mauvais entretien du nucléaire. On a cette forme d'infantilisation du citoyen. On le gère par le stress, on le gère le stress de la population et on le gère aussi en fait en monitorant la population, en faisant en sorte que on limite votre déplacement pour le Covid, on limite votre consommation d'électricité, on limite votre consommation d'eau avec quelque chose de tout à fait infantilisant mais pas tout à fait respectueux du citoyen. Et effectivement, on peut se poser la question, on est dans la fin de l'abondance, mais on est bien dans le début du dressage. C'est ça, on est dans le début du dressage et peut-être est-ce qu'on va vers une guerre de l'eau? C'est-à-dire que s'il y aura des restrictions d'eau, comment on pourra décider de qui, entre l'agriculteur, entre le consommateur et entre l'industriel, pourra bénéficier de cette eau, si elle devient si rare que ça? Mais je pense que ça, c'est faux. Quand on regarde les chiffres, on n'a pas l'impression qu'on a un problème d'eau gravissime. On n'a pas l'impression que l'agriculture fait n'importe quoi et arrose de plus en plus. Et pourtant, il y a des choses à faire parce qu'on sait que l'agriculture, c'est plus de la moitié de l'eau en France, mais dans le monde, c'est 70% de l'eau. Et revenons en France, parce que c'est encore en France, on gouverne en France à partir de la France et on gouverne pas à l'étranger. Effectivement, il y a quelque chose d'absurde avec ces cultures de maïs en plein été qui sont destinées à nourrir des animaux qui sont élevés dans des élevages industriels, ça ultra industriels, ça commence à énerver tout le monde. Et là, il n'y a rien qui est fait contre ça. Il n'y a rien qui est fait pour réduire vraiment fortement cet élevage ultra industriel, à part les œufs de poule où il y a eu tout un travail qui a été fait, même si ce n'est pas terminé. Mais je voulais remarquer quelque chose, c'est qu'en fait, le problème qu'a Macron et qu'auront tous les gouvernements mainstream classiques aujourd'hui, c'est qu'il y a le manque de confiance de la population, Corentin. Vous voyez, on se dit, mais pourquoi font-ils ça? Ces mesures deviennent immédiatement suspectes à nos yeux. Et je pense parce que Macron n'a pas gouverné par le bien commun, très clairement. Je pense que 70% des Français le pensent
ainsi. C'est-à-dire que c'est difficile de penser autrement de la part d'un gouvernement qui a claqué 300 milliards d'euros pour nous faire des tests et nous enfermer pendant 2 ans avec la crise du Covid, et qui dit maintenant qu'il faut, pour la réforme des retraites, économiser 10 milliards d'euros. Et donc mettre la France à feu et à sang pour ça, c'est-à-dire pour économiser 30 fois moins que ce qu'il a claqué en 2 ans. Et là, on a ce problème de confiance, en fait, très clairement. On a ce problème de confiance aussi parce que, on le sait, sur cette radio qui est taxée de complotiste, il y a aussi le Forum économique mondial et toute cette gouvernance mondialiste, en fait, qui apparaît aussi à cette occasion, comme elle l'apparaît très souvent sur la gestion du climat. Et justement, Emmanuel Macron a voulu donc aussi par ce plan d'eau réinventer le modèle agricole. Alors vous avez parlé des champs de maïs, mais quel va être l'impact de ce plan d'eau sur le modèle agricole? Est-ce que ça répond aux besoins des agriculteurs et est-ce que comment ils s'en sortent donc face à l'industrie agroalimentaire qui elle est soumise aussi à la concurrence internationale? Comment ce plan d'eau va être perçu par les agriculteurs? Alors, je ne sais pas comment il va être perçu, mais c'est vrai que l'agriculture, il y a un gros travail à faire dessus pour rendre l'agriculture moins intensive. Et ce qu'on sait, c'est qu'avec la concurrence internationale, l'agriculture est de plus en plus intensive. Les champs des paysans, les Français les voient quand ils vont en vacances ou quand ils se déplacent dans leur région. En fait, on a des champs de plus en plus gros. Et donc, ce qui explique ces méga-bassines, et qui sont une façon d'artificialiser. Moi, je suis pas forcément pour ça. Peut-être plus pour des retenues d'eau plus petites à l'échelle d'agriculteurs, qui soient des retenues d'eau de ruissellement. Mais moi, je ne sais pas comment ils veulent gérer tout ça, mais ils sont en incohérence entre vouloir gérer l'agriculteur pour qu'il soit plus de proximité, qu'il vende en proximité, et en même temps la mondialisation agricole, qui est une catastrophe et qui est une course au moins 10 ans. Et pour revenir, je ne sais pas comment ils vont faire, il faudrait regarder probablement le site de l'ONU, parce que je me suis intéressé aussi sur ce qui s'est passé récemment sur l'eau. Or, justement, il y a le forum de l'ONU sur l'eau qui a eu lieu il y a quelques jours, qui n'avait pas eu lieu depuis des dizaines d'années. Et concomitamment donc, aux annonces de Macron, il y a ce forum de l'eau de l'ONU, il y a le Forum économique mondial qui, n'oublions pas, a fait un partenariat avec l'ONU en 2019 entre Klaus Schwab et le patron de l'ONU, Guterres, et qui parle aussi beaucoup de l'eau et des moyens que le Forum économique mondial voit pour économiser l'eau. Et puis, il y a l'agenda 2030 de l'ONU sur l'eau, donc tout ceci se rejoint. En fait, le problème d'accès à l'eau, si vous voulez, moi j'ai l'impression que Macron répond au niveau de la France à une vision et un agenda mondialiste et global, parce que effectivement, la consommation d'eau a plutôt tendance à baisser en France, alors qu'au niveau mondial, elle explose. Et dans des pays émergents qui n'ont pas forcément le même accès en eau que des pays tempérés comme la France. Et donc là, la France n'a pas les problèmes, évidemment, d'eau du Sahel en Afrique ou d'autres pays qui n'ont pas un climat aussi tempéré. Et donc, on a, moi je pense, fondamentalement, un agenda mondialiste qui se déploie et Macron qui répond sur l'eau. Et on avait d'ailleurs au Forum économique mondial une économiste anglaise qui récemment disait on n'a pas réussi à faire un agenda mondialiste sur la vaccination et à piquer tout le monde, on va y arriver sur l'eau parce que l'eau, tout le monde comprend que l'eau, c'est un bien commun mondial. Donc vous voyez, on a vraiment cette vision mondialiste et ça ne répond absolument pas aux enjeux et aux problématiques que nous avons en France. Et puis ça a aussi un impact sur notre souveraineté alimentaire si aussi l'agriculture est soumise à de nouvelles restrictions d'eau. Vous avez tout à fait raison, parce que le problème, c'est que, mais c'est la logique mondialiste, c'est que finalement, il faudrait que tous les pays du monde le fassent en même temps pour que la concurrence entre agriculteurs soit équitable. Mais si on fait des mesures pour éviter que les agriculteurs consomment trop d'eau, mais en même temps qu'ils sont soumis aux marchandises qui viennent du monde entier, dans les étals des magasins, et on sait qu'on a de plus en plus de fruits et légumes et de viande qui viennent de l'étranger, eh bien, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement incohérent. Eux essayent de réagir à cette incohérence, justement, en disant « Ok, la mondialisation économique est là, donc il faut gouverner mondialement, il faut avoir une supervision mondiale avec l'agenda 2030 de l'ONU, le Forum économique mondial et tout ce genre de choses. Et c'est pour répondre à la mondialisation économique. Donc on a deux visions, mondialisation économique et gouvernance supranationale par l'ONU, etc. et tous ces agendas, ou alors souveraineté nationale. Et là, on peut gouverner de façon raisonnable au niveau national en France avec les problèmes et les enjeux français qui seraient complètement spécifiques.
Philippe Murer, donc vous êtes l'auteur, on le rappelle, de Comment réaliser la transition écologique, mais tout de même, donc, dans ce plan d'eau, vous en avez parlé tout à l'heure, donc passer à 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, c'est tout de même une bonne mesure, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut donner des points positifs à ce plan d'eau, notamment se dire que peut-être que l'eau des toilettes pourrait être de l'eau usée. Je sais que dans le film, les visiteurs, Jacouille, la fripouille et Godefroy de Montmirail boivent l'eau des toilettes, mais bon, c'est quand même un cas assez rare. Mais est-ce que justement, ce point-là, si on peut parler d'un point positif, passer de 10% de réutilisation des eaux usées d'ici 2030, est-ce que c'est possible? Est-ce que quels sont les freins et pourquoi pourquoi on ne le fait pas déjà depuis longtemps, en fait, finalement? Parce que c'est pas évident. Effectivement, on va pas faire circuler les eaux usées dans les mêmes canalisations que les eaux potables. Donc, il y a tout un tas de complexités. D'ailleurs, pour 2030, il y a seulement 10% d'utilisation des eaux usées. On peut faire mieux, mais après, ça a des coûts et ça a des coûts d'investissement. Mais oui, moi, je suis d'accord. Il y a des choses qui sont pas mauvaises. Le fait de vouloir économiser l'eau, arrêter les fuites, c'est une bonne chose. Moi, ce qui me pose problème vraiment, c'est le monitoring des citoyens et le fait qu'on infantilise les citoyens et que l'on leur dit attention, t'as une gommette rouge, c'est pas bien, t'as trop consommé, ou t'as une gommette verte. Je pense que c'est ça le problème et le fond du problème. Après qu'il y ait plein de mesures à prendre avec les industriels, avec les agriculteurs pour faire mieux dans notre utilisation de l'eau et économiser l'eau, ça c'est une très bonne chose, quoi. Eh bien, merci beaucoup Philippe Murer. On rappelle, vous êtes ingénieur. On rappelle le titre de votre livre, Comment réaliser la transition écologique, un défi passionnant aux éditions Jean-Cyril Godefroy, et aussi sortir du capitalisme du désastre. Merci à vous.